Eh bien, bonjour à tous. Michael Sinatra, le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir ce matin à l'Université de Montréal pour notre invité Jean-Philippe Maguet, qui est maître de conférence à l'École normale supérieure de Lyon, après avoir eu un doctorat en... attends, j'aurais dû vérifier avant. Sciences du langage? Sciences Non. cognitives. Sciences cognitives, Mm. pardon, merci. C'est Dominique Forêt qui aurait été content. Il travaille depuis 2009 à l'ENS. On a eu l'occasion de collaborer dans le passé sur plusieurs projets. C'est très, on est très heureux ici pour la suite des partenariats avec l'ENS et nos collègues lyonnais de l'entendre ce matin dans sa conférence sur les phénomènes sans échelle à l'origine de la révolution numérique. Merci beaucoup, Michael. Je suis ravi d'être ici. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis content de pouvoir partager avec vous ces quelques idées que j'ai construites sur ces questions-là. Alors, en deux mots, quand même, d'où je viens pour vous parler de tout ça. Mes études initiales étaient des études d'informatique. Mais comme l'a dit, ou plutôt comme ne l'a pas dit Michael, j'ai fini par faire un doctorat de sciences cognitives. Et c'était en fait très orienté linguistique et modélisation informatique, ce travail de doctorat, qui m'a amené à basculer complètement vers la linguistique à la suite de ça. Et puis, là, on est dans les années 2000, au moment où les humanités numériques commencent à prendre de l'ampleur et à s'institutionnaliser un petit peu. Et du coup, c'est assez naturellement qu'avec ce double profil linguistique et informatique, j'ai intégré cette communauté humanité numérique. Et puis en parallèle de tout ça, j'ai toujours été intéressé j'ai toujours vu la langue comme étant un phénomène social et mes études sur la langue ont toujours regardé la langue comme un système dynamique hein, à l'intérieur d'une société. Et du coup, j'ai aussi un pied dans la communauté de la science des systèmes complexes. Et donc, à travers ces multiples ancrages disciplinaires, eh ben, j'ai eu l'occasion au cours des 10-15 dernières années de réfléchir sur le numérique. Qu'est-ce que ça signifie que vivre dans un monde numérique? Qu'est-ce que ça change de vivre dans un monde numérique? En substance, en quoi on vit dans une époque de transition et en quoi ces technologies numériques enfin, qu'est-ce qui fait que dans ces technologies numériques, il y a les facteurs pour une transition? Alors, c'est des questions qui sont beaucoup discutées, hein. Et un élément qui est souvent mis en avant pour expliquer en quoi ces technologies numériques ont un caractère révolutionnaire est dans le fait qu'elles permettent de produire tout un tas de données, qu'on vit dans une époque d'explosion de données. Donc, c'est des discours qui peuvent être résumés par ce type de graphique, où on nous montre que, depuis le début de l'âge numérique, la quantité de données produites augmente de façon exponentielle et donc on vit dans un monde de données et que ça change. Donc, notre graphique qui montre ça, la quantité annuelle de données produites est en croissance exponentielle. Et en fait, si cette histoire de croissance de données est, je crois, importante, on va le voir, ces discours, en fait, manquent le point. En fait, qu'est-ce qu'il y a d'important, en fait, dans l'explosion de la quantité de données, hein. Parce que quand on regarde les choses avec un petit peu plus de profondeur historique, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau en fait dans le fait que la quantité de données augmente de façon exponentielle. Là, ce graphique, il vous montre la production de livres en Europe par million d'habitants du 16e au 20e siècle, au 21e siècle même. Finalement, ce qu'on réalise, c'est que ça ressemble furieusement au graphique qu'on voyait précédemment sur les données numériques. Donc, cette explosion exponentielle, elle n'est pas forcément liée à nos technologies numériques. Ici, ça, c'est la production de manuscrits en Europe entre le 6e et le 15e siècle. Devinez quoi, hein, ça augmente de façon exponentielle. Donc, euh, pff, c'est pas dit que cette explosion exponentielle de données, elle est quoi que ce soit de spécifique à notre époque. Et en fait, même, ce qu'on peut dire, c'est tout à fait l'inverse. C'est que à minima, depuis que le langage existe,
Et donc, on est capable d'avoir une culture et de construire du savoir sur le savoir des générations précédentes. Cette production de savoir, de connaissances, d'informations, de données, tout ça est exponentielle. Et puis, les technologies d'inscription de l'information qu'on a pu inventer ont contribué à cette explosion. Le fait qu'on ait l'écriture, bah, ça contribue à encore augmenter cette explosion. L'imprimerie également. Toutes les technologies en fait, d'inscription de l'information ont permis, ont soutenu cette explosion. Et donc, on peut même aller plus loin et dire que l'explosion de données, ce n'est pas une conséquence de nos technologies numériques. C'est pas parce que nos technologies numériques nous permettent qu'on va se mettre à fabriquer des données de manière exponentielle. En fait, c'est même plutôt l'inverse. C'est parce que on est une espèce qui produit de manière exponentielle du savoir, des données, de l'information, qu'on a besoin de nouvelles technologies pour soutenir cette croissance. Et je ne vais pas rentrer dans l'histoire du web, mais le web a été conçu parce qu'il y avait tellement de données à gérer qu'il a fallu inventer une technologie pour s'en sortir. L'informatique a été inventée parce qu'il y avait tellement de données à traiter en temps de guerre qu'il a fallu des technologies pour gérer ces données-là. Et même si on remonte un petit peu plus tard, un peu plus tôt dans le passé, je reviens sur cette production de manuscrits. Elle a particulièrement explosé à partir de la fin du XIe siècle, lorsque les Espagnols ont repris Tolède, qui était un centre culturel arabe important. Et il se trouve que en reprenant Tolède, les Espagnols ont mis la main sur la bibliothèque de Tolède, dans laquelle il y avait une quantité incroyable de manuscrits en arabe. Mais qui étaient des copies de textes grecs et latins qui avaient été perdus au cours du Moyen Âge, de la période la plus obscurantiste du Moyen Âge. Et la redécouverte de ces manuscrits, leur traduction en latin, a fait que la quantité de manuscrits qui a circulé en Europe a été particulièrement importante. Et il y a eu des problèmes d'infobésité, de surcharge d'informations au cours du siècle. XIIIe siècle à la suite de ça, et ça a conduit à l'invention de technologies pour gérer l'information. Apparition du catalogage dans les bibliothèques, apparition de la structuration des textes, on s'est mis à les découper en chapitres, en sections, en paragraphes, à créer des tables des matières, à créer des index, à outiller comme ça le texte pour pouvoir rentrer dans le texte et avoir une lecture du texte qui est devenue non linéaire, à la différence de ce qui se faisait ce qui se faisait avant, pardon. Donc, encore une fois, c'est parce qu'il y a des données en circulation qu'on est conduit à inventer des technologies qui viennent nous permettre de gérer ces données. Donc, je reviens sur cette conclusion. En bas, là, l'explosion de données n'est pas tant une conséquence des technologies numériques que l'inverse. Les technologies numériques sont plutôt une conséquence de la production de données. Alors, les choses ne sont pas non plus si claires, parce que les technologies numériques sont une conséquence de notre tendance en fait à produire des données. Et maintenant qu'elles sont là, c'est aussi elles qui vont pouvoir soutenir cette croissance exponentielle à différentes époques dans le temps. La croissance exponentielle de ces données, connaissances, a été soutenue par différentes technologies qui sont... Enfin, il y a une espèce de circularité, de rétroaction entre cette croissance et les technologies qui sont créées en réponse et qui, à leur tour, vont permettre de maintenir cette croissance. Donc, si je reviens à ma question initiale, en quoi la révolution technologique est révolutionnaire ? C'est pas parce qu'elle crée des données, quoi. Il va falloir chercher un petit peu plus loin. Et l'argument que j'aimerais essayer de développer, c'est que quand on regarde comment les choses se font, il y a des systèmes de rétroaction qui se mettent en place entre nos structures sociales, la façon dont nos sociétés s'organisent, et les outils qu'on développe pour regarder ces sociétés et les piloter, les analyser. Et ces rétroactions, elles se font parce que les outils statistiques qu'on a pour regarder ces sociétés, pour comprendre ces structures sociales, pour les analyser,
ou même pour faire du business avec, en fait, vont créer un ensemble de représentations qui vont être assimilées par les personnes qui constituent cette société. Et à travers ces représentations provoquées par ces outils statistiques, bah, il y a cette boucle de rétroaction qui se met en place. Et donc, l'argument que je vais essayer de développer, c'est que cette observation avec des outils statistiques des sociétés, elle s'est mise en place au cours du 18e, 19e surtout, hein, et 20e siècle, et que jusqu'à l'aube de la révolution numérique, c'est cette boucle de rétroaction qui était en place. Et ce que les technologies numériques font, c'est qu'elles permettent la mise en place d'une autre boucle de rétroaction qui petit à petit est en train de prendre le pas sur la première. Alors, c'est pas un changement brusque, ça se fait par étapes, et il n'est pas dit que ces outils statistiques dont je parle finissent par disparaître complètement au profit de nouveaux. Mais en tout cas, les technologies numériques vont conduire à un nouvel ensemble de représentations qui vont être également incorporés donc, par les gens qui font la société, et du coup transformer la société, transformer les structures sociales. Et pour comprendre quelle est la différence entre ces deux boucles de rétroaction, eh bien, il y a une distinction qui me paraît importante à faire, c'est que la première, celle construite autour des outils statistiques qui ont été développés notamment au cours du 19e siècle, se focalise sur des phénomènes avec échelle, alors que les technologies numériques, elles, vont mettre l'accent sur des phénomènes sans échelle. Alors là, vous vous demandez sans doute ce que j'entends par phénomène avec échelle et phénomène sans échelle. Donc, je vais tout de suite clarifier cette chose à travers deux exemples qui vont illustrer ça. Le premier exemple consiste à se poser la question combien mesure-t-on et si on regarde un petit peu autour de nous, on se rend compte que finalement, on fait tous plus ou moins la même taille. Donc, si je laisse de côté les différences hommes-femmes, les différences de genre, disons qu'on fait tous plus ou moins 1,70 m. Alors, il y a des gens qui sont plus grands, il y a des gens qui sont plus petits, mais dans le fond, tout le monde se répartit autour de cette taille moyenne, selon une courbe gaussienne qu'on a déjà vue des milliers ou même des centaines de milliers de fois, et c'est bien mon point. Et une conséquence de cette chose-là, c'est que si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer une personne un petit peu typique, bah, vous n'aurez pas de difficulté. Et cette personne un peu typique, standard, bah, elle mesurera 1,70 m. C'est la taille classique qu'on attend d'une personne. Alors, si maintenant, au lieu de mesurer les gens, on s'amuse à mesurer les villes et qu'on se demande bah, combien il y a d'habitants dans chaque ville. Alors, ça, c'est autant la courbe précédente, je l'avais fabriquée de toutes pièces, autant là, c'est des données réelles, sont la taille des villes en France par nombre d'habitants. Et donc, c'est également un histogramme, hein, d'accord? Il y a le nombre d'habitants en bas. En ordonnée, il y a le pourcentage. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que bah, plus de 70% des villes en France font, en gros, on ne voit pas très bien, zéro, je vous le dis, c'est moins de 1000 habitants. Moins de 1000 habitants, c'est là qu'est la majorité. Alors, dans le cas précédent, la majorité, elle était à 1,70 m et on avait dit, bah, si la majorité est à 1,70 m, la personne typique, elle fait 1,70 m. Quand on pense aux villes, on se dit, est-ce que cette majorité-là, c'est 70% de villes qui sont des tout petits villages, moins de 1000 habitants, est-ce que c'est ça une ville typique? En France, si je faisais le même dessin avec le même graphe avec les villes canadiennes, le résultat serait strictement identique. Est-ce que ces tout petites villes, ces villages même, est-ce que c'est ça une ville typique? Bah, on a envie de dire non, quoi. Autant on peut construire un raisonnement, essayer de tenir un discours sur la population en disant une personne mesure 1,70 m. Autant si on commence à construire un discours en disant une ville en France est un village de 1000 habitants, bah, on s'engage dans une voie qui va nous amener à raconter n'importe quoi parce qu'on va rater tout un tas de phénomènes importants de villes qui font 500 000, 1 million, même plus que ça, et on a l'impression qu'elles sont toutes minoritaires et qu'on ne les voit pas. Alors, ce type de représentation, en fait, on ne le représente jamais comme ça, parce que justement, on a l'impression que ces villes de 500 000, 1 million d'habitants n'existent pas, elles sont à zéro. Donc, on les représente en fait sous forme de graphiques logarithmiques qui permettent de voir qu'en fait,
il y a bien des villes de 10 000 habitants, 100 000 habitants, 1 million d'habitants. Tout n'est pas à zéro, en fait. Ces villes existent, hein, et ce type de représentation permet de le voir. Et là, donc, du coup, la conclusion, c'est qu'il y a des villes de toutes les tailles, quoi, et que le spectre des tailles est immense, hein. Paris est 1 million de fois plus grand que le plus petit village en France. C'est ça le truc. Et je pense que du coup, au Canada, on doit être dans des ordres de grandeur un petit peu similaires, 1 million de fois plus grand. Et les plus grandes mégalopoles, hein, du monde, elles vont être plutôt de l'ordre de 100 millions de fois plus grands que les plus petits hameaux, les plus petits qu'on peut trouver, hein, composés d'une ou deux habitations. Donc le spectre, vous voyez, il est immense, quoi. 100 millions. Pour reprendre le parallèle avec la taille des gens, je vous disais, on mesure tous plus ou moins la même taille. Quelqu'un qui serait 1 million de fois plus grand que nous, hein, ça ferait quelque chose comme ça, quoi. Pour, histoire de se fixer un petit peu les esprits, hein. C'est quelqu'un qui aurait la Station spatiale internationale qui lui taperait dans le genou à chaque fois qu'elle passe, quoi. Quelqu'un qui serait 10 millions de fois plus grand, cette fois-ci, ça serait plutôt dans la cheville que la station internationale passerait. Et quelqu'un qui serait 100 millions de fois plus grand, donc c'est le rapport entre la plus petite et la plus grande des villes, c'est à peu près la moitié de la distance Terre-Lune, hein. Le petit rond que vous voyez ici, hein, c'est la Lune. Et quelqu'un qui serait même 100 milliards de fois plus grand que vous, hein, c'est quelqu'un qui aurait le Soleil qui lui taperait dans l'épaule, où là, du coup, le mouvement des astres et la gravité fait que c'est plus vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, mais c'est des, voilà, on a du mal c'est des grands nombres, et souvent c'est difficile de se rendre compte quelle est la taille du spectre quand on regarde des choses comme ça. Et pourquoi je vous parle de quelqu'un qui serait 100 milliards de fois plus grand que vous? Parce qu'en fait, 100 milliards de fois, c'est ce qui va distinguer en gros les personnes les plus pauvres des personnes les plus riches. Elon Musk, il est de l'ordre de 100 milliards de fois plus riche que la personne la plus pauvre à la surface de cette planète. Et 100 milliards de fois plus riche, ça veut dire que si la personne la plus pauvre mesure 1,70 m sur la Terre, Elon Musk, il est grand comme la distance de la Terre au Soleil. Donc, on a affaire à deux types de phénomènes bien différents. Des phénomènes comme la taille des gens, ou par exemple la taille de ces tasses. On a des tasses différentes, mais dans le fond, elles ont toutes plus ou moins la même hauteur, le même diamètre. Et ben, ça sont des phénomènes qui ont une échelle donnée. Tous les exemplaires du phénomène en question, somme toute, sont tous plus ou moins pareils. À l'inverse, on a donc des phénomènes sans échelle qui, eux, autorisent un étalement sur un spectre d'ordre de grandeur bien plus important. Alors, comment on sait ça, en fait? Comment on sait combien les gens mesurent? C'est assez simple, en fait. Pour connaître la taille des gens, on va échantillonner. Et tout simplement, je ne sais pas combien on est dans la salle, on est une dizaine, une douzaine. Si on mesurait tout le monde maintenant et qu'on regarde quelle est notre taille moyenne à nous, finalement, la valeur qu'on obtiendrait serait assez fidèle de cette taille moyenne. Ici, j'ai fait une petite expérience. J'ai pris un échantillon de 25 personnes et on voit que la distribution de cet échantillon correspond à peu près, de manière tout à fait correcte, à la distribution sous-jacente. Donc, si on veut connaître la taille des gens qui habitent à Montréal, il suffit de partir, de se promener un quart d'heure dans le couloir, dans la rue, de mesurer quelques personnes, et puis pouf, ça y est, on a une idée assez précise de la taille des gens à Montréal. Maintenant, si on prend un phénomène sans échelle et qu'on se dit comment est-ce qu'on connaît la taille des villes, si j'essaye de faire quelque chose de similaire, j'échantillonne, je prends 25 villes au hasard parmi les villes de France, je trace l'histogramme et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ce truc-là. Je vois effectivement qu'il y a beaucoup de villes de villages qui font moins de 1000 habitants. J'ai réussi à récupérer une ville qui fait peut-être 7000 habitants, mais dans mon tirage aléatoire, dans mon échantillon, j'ai aucune ville de 100 000, 500 000, 1 million d'habitants. Forcément, ces villes sont riches, quoi. Ces villes sont rares, pardon. C'est ce qu'on a vu, hein. La plus grande ville, Paris, c'est 1 sur 36 000. Si je tire 25 villes au hasard, il y a peu de chances que je tire celle qui a une probabilité d'apparaître une fois sur 36 000. Donc, cette technique d'échantillonnage, pour ces phénomènes qui s'étalent sur des grandes échelles,
parce que la distribution est pas homogène sur les échelles et que les petits ont tendance à être bien plus fréquents que les grands, ça fait qu'on ne peut pas échantillonner en fait. Si j'échantillonne, bah, ça ne marche pas. Je vais rater toute cette longue traîne, toute cette queue de la distribution ici, hein, dans laquelle en fait il y a plein de trucs intéressants. Parce que peut-être que quand je vais échantillonner pardon, des gens en me promenant un quart d'heure dans Montréal, je ne vais pas tomber sur quelqu'un qui mesure 2,10 m. Mais dans le fond, ce n'est pas très grave que je rate ces cas extrêmes parce que malgré tout, ma moyenne et les gens que j'ai récupérés seront représentatifs de la population. Dans ce cas-là, si je rate les événements un peu plus rares, si je rate les grands, si je rate Paris, Lyon et Marseille, je rate la façon dont se structurent les villes en France ou ailleurs. Donc, on ne peut pas échantillonner. Donc, on a vraiment deux types de phénomènes très différents. Des phénomènes avec échelle, dans lesquels il y a des événements rares, mais dans le fond, ils ne sont pas très, très différents des phénomènes pas rares. La personne qui fait 2,10 m, 2,20 m, elle est certes plus grande que celle qui fait 1,70 m, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'elle est 1 million de fois plus grande. Hein. Finalement, ce n'est pas très, très différent. Donc, ces événements rares, ils ne sont pas si importants que ça. Et un petit échantillon va me permettre de comprendre la population. Alors qu'à l'inverse, quand j'ai un phénomène sans échelle, bah, les événements rares et fréquents, bah, eux, ils sont vraiment très différents les uns des autres. Et les événements rares, si je ne les vois pas, si je ne les observe pas, ça va pas marcher. Je ne vais pas pouvoir avoir une vision d'ensemble de mon phénomène. Donc, on a besoin, on ne peut pas se permettre d'avoir des petits échantillons quand on regarde un phénomène sans échelle. Et on a besoin d'avoir un échantillon très grand. Et en fait, même un échantillon qui n'est plus vraiment un échantillon. On a besoin de regarder l'ensemble de la population, un échantillon de la taille de la population. Et c'est là que tout se joue, hein, cette différence entre ce petit ici et ce grand là, c'est le cœur de mon discours. Si on veut regarder des phénomènes sans échelle à la main, on va voir que c'est difficile et que tant qu'on n'a pas de technologie numérique, eh ben, on passe à côté. Alors, ça fait combien de temps que je parle? 17 minutes. Donc, il me reste une demi-heure, une petite demi-heure, c'est ça? 25 minutes. Très bien. Alors, donc, je vous ai dit, il s'est passé quelque chose d'important au cours du 19e, 18e, 19e, 20e. Les choses se sont surtout cristallisées au cours du 19e siècle, qui est le moment où on a commencé justement à construire des outils statistiques pour regarder les populations. Et ces outils statistiques, ils sont construits autour de cette loi normale, de ces courbes en cloche là, que je vous montre depuis tout à l'heure, qui sont caractéristiques de ces phénomènes qui ont une échelle. Et c'est cette découverte de la loi normale et de la construction de tout un arsenal statistique au cours du 19e siècle fondé sur cette loi normale qui est au cœur de ces rétroactions qui se sont mises en place et dont je vous parlais en introduction. Donc, je vais aller un petit peu vite sur la façon dont cette loi normale a émergé. Il y a eu des premières choses au cours du XVIIIe siècle où, en gros, des astronomes se sont rendus compte que si on combinait des observations, on gagnait en précision et que ça valait le coup de combiner des observations. Et cette idée-là, en fait, elle s'est théorisée au tout début du 19e siècle par ce qui s'est appelé à ce moment-là la loi des erreurs. Et ça a été théorisé par Gauss et Laplace. Gauss, qui du coup même a laissé son nom à cette distribution, qui vraiment a pris tellement de place que là, on a un billet de 10 marks, qui était un billet des années 90 en Allemagne, à l'effigie de Gauss. Et qu'est-ce qu'on voit sur le billet de 10 marks à l'effigie de Gauss? C'est que c'est la loi normale qui est mise en avant, vraiment cette distribution, la compréhension que cette loi-là était importante et reste en fait quand même une réussite des mathématiques et sans doute les plus spectaculaires pour comprendre comment fonctionne notre monde. Alors, donc j'ai un peu plus insisté ici sur, donc du coup, une fois que cet outil mathématique est mis en place au début du 19e siècle, voir comment
comment il a été utilisé et surtout voir comment il est passé de la communauté des physiciens, et même pour être plus précis, de la communauté des astronomes, vers des communautés plutôt de sciences sociales. Et la personne qui est centrale dans ce mouvement-là, c'est un astronome, du moins au début astronome, et puis peut-être qu'on peut plutôt le qualifier de sociologue, bien que le terme soit un petit peu anachronique peut-être, sur la suite de sa carrière. Adolphe Quetelet, donc belge, qui était astronome, qui dirigeait l'astronome royal en Belgique, même qui l'a fait construire, et qui, pour tout un tas de raisons, dont on pourra parler si vous le souhaitez, s'est mis à étudier les populations, mais il s'est mis à étudier les populations avec ses outils d'astronome et donc notamment l'idée que la loi normale, la fréquence des erreurs, peut s'appliquer. Alors, il n'a pas fait que ce déplacement en fait d'une technique mathématique d'un champ à un autre. Il y a eu une bascule conceptuelle en fait qu'il a opérée et qui est que, comme je vous disais, les astronomes, ils ont développé cette loi normale, cette distribution avec des mathématiciens, en se rendant compte que quand on reproduit des observations, on gagne en précision. Parce que chaque observation est liée à une erreur. Il y a des erreurs au moment où on observe. Et donc, ces erreurs, en fait, vont nous faire dévier un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous de la valeur attendue. Et ces erreurs se répartissent le long de la loi de Gauss. Et donc, c'est cette notion d'erreur d'observation qui est au cœur du truc. Quand Quetelet s'empare de ça et qui commence à regarder des mesures sur des gens, comme par exemple ici sur la taille des gens, donc lui il est plutôt à 1,75 m, moi je dis 1,70 m, c'est plutôt 1,75 m, il se rend compte que la taille des gens se distribue aussi de cette manière-là. Mais c'est là que la bascule conceptuelle est intéressante, c'est qu'il n'y a plus d'erreur. C'est pas comme si je mesurais plusieurs fois une même personne et que chacune de mes mesures déviait un coup d'un millimètre en dessous, un coup d'un millimètre au-dessus. Là, je mesure plus une personne avec des erreurs, je mesure toute une population de personnes et je me rends compte que cette population de personnes se distribue autour de cette moyenne. Donc la question c'est, bah, alors peut-être que chacune de ces personnes est une réalisation avec des erreurs, mais le mot erreur du coup colle plus, mais avec une variation autour autour d'une valeur qui serait elle la valeur attendue, hein, au sens de la valeur, la vraie valeur quand on mesure un phénomène. Et donc il s'est dit, bah, cette moyenne là, cette personne idéale, bah, en fait, voilà, c'est une personne idéale, c'est l'homme moyen, c'est l'idéal type. Et quand je dis idéal type, en fait, quand je dis le type, le mot type en termes de, si je vous parle de ce type là, le mot vient de là, quoi. C'est le type bref, le type idéal. Comment? Je pense, ouais. Mm. Et donc voilà, il y a cette bascule de erreur mesurée, enfin décrite par cette distribution vers une variation qui est elle aussi décrite par cette variation. Et alors, Quetelet, il ne fait pas ça à un moment quelconque. Il se trouve que au moment où il s'empare de ces réflexions, et aussi un de ces moments de croissance exponentielle d'informations, on peut vraiment en trouver des traces à toutes les époques, hein. En voilà un de plus. Parce que début du première moitié du 19e siècle, c'est le moment où les États commencent justement à créer des embryons d'organismes, de structures, d'institutions pour mesurer la société sous tous ces rapports. Et donc, on est dans une période que Ian Hacking décrit comme étant l'avalanche des nombres imprimés, avalanche of printed numbers. C'est un moment où on produit des tables et des tables. Et donc, Quetelet a vraiment sous la main toutes les données nécessaires pour faire ces analyses.
Mais alors, un autre truc important qui se passe à ce moment-là, là, au moment où on a cette avalanche de tables qui mesurent la société sous tous ces angles, c'est que pour quantifier comme ça la société, bah, on est obligé de mettre des gens dans des cases précisément, quoi. Donc mettre des gens dans des cases, encore une expression qui date de l'expression. Et si je reprends ici juste une citation, je vais vous lire la première, celle de Yann King, justement, qui disait que quand on veut comme ça imprimer des nombres dans des cases, bah, il faut bien que les nombres, les objets, tombent selon un concept ou un autre, dans une catégorie ou un autre. Et donc, cette avalanche de nombres imprimés a entraîné avec elle eh ben, une avalanche de concepts, une avalanche de catégories bah, qui ont justement permis de compter, de compter les gens. Et ce que dit la citation de Desrosières juste en dessous, hein, le cœur de tout ça, c'est que cette activité hein, de créer des catégories pour pouvoir compter les choses, ce n'est pas quelque chose juste d'observationnel, mais ça va venir, c'est la fin de la citation, ça transforme, ce n'est pas uniquement le reflet du monde, mais ça le transforme et ça le reconfigure autrement. Et c'est à travers cette chose-là que ces boucles de rétroaction se posent. Je vous donne un exemple. La ménagère de moins de 50 ans, qui est un moyen de pouvoir compter les gens, de stratifier la population et de créer en créant comme ça une catégorie. Je ne sais pas si c'est une catégorie qui, dans l'imaginaire français, cette catégorie-là est particulièrement marquée. Je ne sais pas si elle existe en tant que telle dans l'imaginaire canadien ou québécois. Mais en tout cas, qu'elle existe, elle va donner lieu à des représentations comme cette affiche le montre. Et cette ménagère bah, de moins de 50 ans, pour être une bonne ménagère de moins de 50 ans, bah, elle va avoir besoin de tout un ensemble d'outils d'électroménager pour pouvoir bien faire la cuisine. Et puis eh ben, à côté de ça, il y a le mari de la ménagère de moins de 50 ans. Et si lui, il veut être aussi un bon mari de ménagère de moins de 50 ans, bah, faut qu'il lui offre de l'électroménager. Et donc, voilà, en créant ces catégories-là, en créant des représentations qui sont diffusées, par exemple, à travers ce type de publicité, hein, eh ben, on va venir provoquer certains comportements. Et donc, ces catégories ne sont pas du tout neutres. Elles vont venir, comme ça avoir ce pouvoir de transformation de la société. Et comme bah, ces catégories sont pensées dans cette époque de développement de la loi normale, de réalisation que cette loi normale fonctionne bien pour regarder les populations, en fait, les deux matchent très bien ensemble. Cette loi normale, elle est parfaite pour pouvoir donner sens, donner lieu à ces catégories. Les ménagères de moins de 50 ans sont évidemment pas toutes les mêmes, mais c'est pas grave en fait. On a compris qu'il y avait une valeur moyenne et qu'il y avait un petit peu de dispersion autour de la valeur moyenne, mais la loi normale rend compte de ça et il n'y a pas de problème. Je vous montre un autre exemple de Francis Galton, donc statisticien qui a créé tout un tas d'outils qu'on continue à utiliser. Cette planche-là, en fait, elle est intéressante. Il a pris des photos de personnes donc qu'il a mis dans une certaine catégorie. Je vais prendre par exemple celle-ci, là, des gens qui sont tuberculeux. Et il a pris des photos et il les a superposées. Et son idée était de se dire, bah, les gens qui sont tuberculeux, alors ils sont certes tous un petit peu différents, mais ils se répartissent autour d'une moyenne. Et si j'arrive à correctement superposer mes photos, je devrais pouvoir retrouver le visage moyen du tuberculeux. Et donc, c'est exactement ça qu'il a fait. Là, quand vous voyez 9K, bah, c'est la superposition de 9 photos pour essayer de retrouver le visage type, le visage moyen du tuberculeux. Donc, on crée comme ça une catégorie, hein, le tuberculeux, alors qui n'est pas unique. Il y a deux types de tuberculeux, deux types de criminels, un seul type de personnes en bonne santé. Là,
Et donc, ces catégories qui créent, ils montrent qu'effectivement, elles se répartissent selon la loi normale et qu'on est capable de retrouver, en faisant la moyenne, on est capable de retrouver l'archétype de la catégorie. Alors, autant Quetelet, il voyait dans l'idéal l'homme moyen, hein, ce qui se trouve au centre, dont on est tous censés dériver, mais en étant tous un petit peu différents, autant Galton, lui, il voyait l'idéal dans ce qui est tout à fait à droite de la distribution, dans les personnes les plus grandes, les plus intelligentes, les plus tout ce que vous voulez. Et il se trouve qu'il connaissait bien Darwin parce que c'était son cousin. Et il s'est dit, bah tiens, mais si on prend les personnes qui sont les plus, donc à droite de la distribution, et qu'on les fait se reproduire entre eux, bah, on va avoir des personnes encore mieux. Donc c'est comme ça il a construit, il est à l'origine de pensée eugéniste. Et cette pensée eugéniste, on peut vraiment la qualifier à travers la loi normale comme un déplacement par rapport à Quetelet, qui lui voyait l'idéal à la moyenne, alors que Galton voyait l'idéal sur les valeurs extrêmes les plus à droite. Donc, et donc en termes de rétroaction, là, on a quelque chose de fort parce que l'eugénisme qui a été promu par Galton a été développé comme un projet politique par plein de régimes nocifs au cours du XXe siècle. Et donc, voilà encore une autre forme de rétroaction des représentations liées à ces outils statistiques sur la façon dont les choses se sont constituées. Bon, je passe là-dessus. C'est quelques citations qui montrent combien cette loi normale a été idéalisée et comment elle est devenue le pilier en fait de la compréhension du monde, non seulement du monde social, mais du monde plus généralement. Alors, pourtant, dès la fin du 19e siècle, se passent des choses intéressantes. Euh, Pareto, donc vous avez certainement entendu parler de la loi de Pareto, s'est intéressé aux revenus, dont on a vu tout à l'heure, quand je vous disais que Elon Musk était autrement plus riche que la personne le plus pauvre. Les revenus sont précisément un phénomène qui est un phénomène sans échelle. Il y a pas de, on ne peut pas faire la moyenne de tous les revenus des gens et se dire, ah bah tiens, une personne moyenne, elle gagne tant. Et c'est un peu la personne idéale. Et donc Pareto, en regardant les revenus, en dépouillant à la main tout un tas de relevés fiscaux dans tout un tas de pays, hein, qui était une tâche sûrement faramineuse, il se dit que bah, sans doute que certains s'attendraient à voir cette courbe-ci. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, il y avait sûrement des bonnes raisons. Il met l'axe Y, l'axe des ordonnées horizontales et l'axe des X verticales. Mais si on retourne mentalement cette chose-là, on voit que on retrouve la cloche, la gaussienne, un petit peu déformée certes, mais elle est là. Et donc il nous dit que certains auteurs, en se laissant guider par des conceptions théoriques, donnent à la partie inférieure de cette courbe-là, de distribution des revenus, lui donnent cette forme-ci, à partir de conceptions théoriques. Ces conceptions théoriques, c'est la loi normale, elle marche partout, on s'attend à la retrouver. Donc quand on regarde la distribution des revenus, on s'attend à voir cette chose-là. Et ce que dit Pareto, hein, c'est que bah, la statistique ne nous fournit aucune indication en ce sens, hein, et donc il est fort probable que cette courbe, en fait, elle est plutôt cette forme-ci, hein, très écrasée ici. Et en fait, ce que vous reconnaissez là, eh bien, c'est la courbe que je vous avais montrée au tout début, la courbe de la taille des villes, par exemple, qui, au contraire, a tendance à beaucoup s'écraser et ne pas prendre cette forme, de gaussienne. Donc, ce que Pareto réalise ici, hein, c'est que les revenus n'ont pas d'échelle. Il regarde un phénomène et, à la différence de sans doute tous, hein, les phénomènes qui avaient été regardés par les statisticiens au cours du 19e siècle, il ne tombe pas sur cette distribution normale. Il tombe sur une courbe où, au contraire, certaines valeurs deviennent extrêmes. Et c'est resté relativement confidentiel. Et dans les décennies qui ont suivi, en fait, d'autres personnes ont observé des choses un petit peu similaires à la main. Donc Pareto, toute fin du 19e siècle sur la distribution de revenus. Yule, en 1925, sur le nombre d'espèces par genre. Zipf, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui a compté la fréquence des mots. En 1935, pareil, se rend compte que la fréquence des mots dans un texte n'est pas
ne suit pas une distribution normale. Et puis, Benford aussi, un peu plus tard. Si vous ne connaissez pas la loi de Benford, je ne vais pas vous en parler ici, mais je vous conseille d'aller taper ça dans Wikipédia, de vous plonger dedans. C'est fascinant. Et tous ces gens-là ont fait ça à la main, quoi. Un zip pour savoir que la fréquence des mots suit pas une loi normale, mais une distribution en loi de puissance, puisque c'est ça le terme. Il a compté les mots à la main. Donc, essayez un jour, hein, prenez un bouquin. Lui, il avait pris Ulysse en plus, donc pas le plus court. Hein, il s'est pas facilité la vie. Et amusez-vous à compter la fréquence d'un mot dans un livre à la main, quoi. Vous allez voir que c'est chiant, hein. C'est chiant, quoi. Franchement, je sais pas comment. Je sais pas comment. Enfin, ça lui a, ça lui a pris des mois. Je vois pas comment on peut faire autrement. Des mois pour un livre, quoi. Il était une fois. Alors, ok, il faut le noter quelque part. Enfin, bref, à la main, quoi, à la main. Et donc, bah, voilà, tout le truc, c'est parce que c'est à la main, ces gens-là sont quelque peu, quoi. Euh, Pareto, il a dépouillé des données fiscales de plein de pays. Benford, hein, il a compilé 20 000 observations, enfin bon, bref, hein, à la main. Donc c'est très dur. C'est très dur, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas se permettre d'un petit échantillon pour observer ces phénomènes-là. Si on prend un petit échantillon, on passe à côté du truc, on peut croire qu'en fait la distribution, elle est normale. En tout cas, on rate le fait qu'elle s'étale à travers les ordres de grandeur et on ne voit pas. Donc, tant qu'on est dans un monde sans technologie numérique, hein, on a du mal à regarder ces phénomènes. Mais justement, une fois qu'on a des technologies numériques qui nous permettent de faire ça, compter la fréquence dans un mot, dans un texte avec un ordinateur, soudainement, bah, c'est plus chiant, quoi. Ça devient super facile, quoi. Et donc, ces technologies numériques, il faut les considérer comme des instruments qui nous permettent de voir des phénomènes sans échelle. Un microscope, c'est un instrument qui nous permet de voir des objets à toute petite échelle. Un télescope, c'est un objet qui nous permet de voir des objets à très, très grande échelle. Les technologies numériques sont des outils qui nous permettent de voir des phénomènes à travers les échelles. Donc, tu m'as dit 25 minutes tout à l'heure, c'était il y a 10 minutes. Donc, il reste un quart d'heure, quoi. C'est ça. Hein. Donc, on peut pas les voir à la main. Alors, donc déjà, parce que c'est difficile de faire ces choses-là à la main. Et il y a un autre. Il y a un autre problème, c'est qu'en fait, même nos capacités perceptuelles et cognitives nous empêchent de voir ces choses-là. La sélection naturelle nous a façonnés pour voir les choses à une échelle donnée. Tout à l'heure, je vous avais montré d'abord ce graphique-ci pour la taille des villes, et puis je vous avais dit on ne voit rien, donc on va plutôt regarder le logarithme. Mais dans le fond, pourquoi ça ne marche pas, quoi? Pourquoi on n'arrive pas pourquoi on est obligé de prendre ce logarithme-là et pourquoi on n'arrive pas à se contenter de ce graphique, de gauche? Bah, tout simplement parce que si on essayait de le faire vraiment à l'échelle correctement, il n'y a pas assez de pixels sur l'écran ou il n'y a pas assez de pixels n'importe où. Hein. Si on essayait vraiment de le représenter de telle façon à ce que les choses soient correctement à l'échelle, ce graphique ressemblerait encore une fois à un truc comme ça, quoi. Je vous ai dit, les choses s'étalent sur plein d'ordres de grandeur, donc à raison de 100 pixels par centimètre. Si on veut vraiment représenter les choses, voilà, c'est la taille de mon graphique, ce sont les deux axes comment voulez-vous? Même si on arrivait à le construire, on ne le verrait pas. On n'est pas capable de le voir. Notre œil, en fait, il n'est pas capable de voir simultanément des objets de taille différente au-delà de 3 ou 4 ordres de grandeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en hauteur, là, l'écran, il fait 1 mètre. On est capable de voir des choses qui sont 3 ordres de grandeur plus petits. 1 centimètre, c'est à peu près la bordure de l'écran. Donc, on arrive à voir l'écran et la bordure de l'écran. À la limite, il y avait une petite poussière qui faisait 1 millimètre sur la bordure. Peut-être qu'on arriverait à la voir aussi, hein, mais pas mieux, quoi. Si on essayait de voir une poussière qui fait 1/10 de millimètre sur l'écran, bah, on ne la verrait pas. Donc, il faudrait peut-être qu'on aille se coller complètement le nez sur l'écran pour réussir à la distinguer. Mais dans ce cas-là, on ne voit plus l'écran, quoi. On ne peut pas voir simultanément à travers comme ça les ordres de grandeur. Et donc, c'est vrai en fait, c'est vrai pour notre œil, mais c'est vrai pour l'ensemble de nos capacités perceptuelles. On n'est pas capable de voir les choses à travers des ordres de grandeur. Donc, nos capacités perceptuelles, déjà, nous freinent à ça. Mais c'est un peu plus grave que ça parce que nos capacités cognitives nous freinent aussi. Comment vous appelez cette chose-là?
Grosse fourmi. Grosse fourmi, hein. C'est vrai qu'à l'écran, elle est impressionnante, hein. Mais c'est une fourmi, hein. C'est une fourmi, alors que en fait, c'est tout ça aussi, hein. Cette fourmi-là, elle entre dans toute une hiérarchie, hein, d'espèces, de genres, de sous-espèces, etc. Et en fait, c'est même une Caes pitum, cette fourmi-là. Mais nous, on s'en fout, on dit que c'est une fourmi, en fait. On ne la regarde pas en tant qu'espèce, on ne la regarde même pas en tant que genre, on ne la regarde pas en tant que règne, on ne va pas dire c'est un animal. On la regarde à un niveau donné, dans toute cette hiérarchie, hein. Il y a un niveau, hein, qui est privilégié quand on voit ça. Quand on voit cet objet-là, on ne le voit pas comme étant Caes pitum, à moins d'être peut-être entomologue et très spécialiste. On ne le voit pas comme étant un animal, on le voit comme étant une fourmi. Et ça, c'est parce que quand on perçoit des objets dans le monde et que on les conceptualise, quand en fait, on les range dans une catégorie mentale, eh bien, nos catégories, elles ont beau s'imbriquer les unes dans les autres, elles n'ont pas toutes le même statut. Et il y a un niveau de notre système de catégorisation, le niveau de base, qui est le niveau où on va appréhender le monde. Donc, c'est le niveau où on s'effectue la perception, c'est ce que je viens de vous montrer avec cette fourmi. C'est le niveau aussi où s'effectue l'imagerie mentale. Si je vous dis fermez les yeux, imaginez une fourmi, ok, ça marche. Maintenant, si je vous dis fermez les yeux et imaginez un animal, on est plus embarrassé parce que ce n'est pas à ce niveau d'organisation, d'abstraction que se font les choses. Donc voilà, il y a tout un tas de caractéristiques à ces niveaux de base. Mais le truc qui est important, c'est que c'est vraiment le niveau auquel on appréhende le monde. C'est notre façon de vivre, d'expérimenter le monde, c'est à travers un système de catégories, un niveau de catégorie qui prend le pied sur tous les autres. Et ce niveau de catégorie, il se trouve, mais les autres aussi, mais c'est notamment vrai pour ces niveaux de base, ces niveaux exhibent un effet de prototype. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? C'est que quand on regarde des dessins, des images de fourmis, certaines vont nous ressembler beaucoup à une fourmi, et puis peut-être qu'on va trouver des fourmis un petit peu plus bizarres. Celle-là était grosse, par exemple. Le fait que ça le souligne, le fait qu'on ait besoin de le souligner, c'est que c'est pas une fourmi typique. Elle a une caractéristique un petit peu différente. Et donc, voilà, on a des exemplaires qui sont plus centraux, qui sont plus. Alors, pensez à un outil et à une couleur, tic-tac, et qui a pensé à un marteau rouge? À personne. Ça tombe à plat. Vous avez pensé à quoi alors? Comment? Pensez à un outil et à une couleur. Et la première chose qui vient à l'esprit, est marteau rouge. Ah, merci. Marteau rouge parce que, alors peut-être tournevis bleu. D'accord. Qui a pensé à un marteau-piqueur violet quand même? Ah. Marteau rose. Personne n'a pensé à une pelleteuse ou à des outils, à un vilebrequin ou c'est classique, hein. Mais c'est classique, hein, en fait. Et cette idée de prototype, hein, c'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus classiques et naturelles que d'autres. Et ça, en fait, hein, cette notion de prototype dans nos catégories, hein, est finalement très proche de la façon dont la loi normale, en tout cas dans les phénomènes avec échelle, sont constitués. Il y a un exemplaire centrale, typique, et de la variation autour de cet exemplaire. Et donc, notre système de catégorisation fonctionne comme ça, quoi, à travers cette idée qu'il y a un exemplaire typique et un petit peu de variation autour. Donc, en fait, en quelque sorte, on est câblé, hein, pour voir des phénomènes avec échelle. Notre système de catégorisation est calqué, hein, sur les propriétés des phénomènes avec échelle. Et c'est pas surprenant parce que on est fait pour appréhender, pour vivre le monde à une échelle donnée. On a besoin de comprendre le monde à notre échelle à nous, hein,
et pas de le comprendre à des échelles toutes petites ou des échelles très grandes. Et en conséquence de quoi, les phénomènes sans échelle, ben, on a du mal à les percevoir et à les conceptualiser directement. Et même quand on est face à des phénomènes sans échelle, on va avoir tendance à les découper en plusieurs catégories dans lesquelles il y aura cette notion de prototype. En fait, on va découper le spectre des possibles en plusieurs catégories qu'on pourra appréhender comme si c'était des distributions normales, les phénomènes avec échelle. Donc, par exemple, je prends le spectre de la taille des villes. Eh ben, on a plusieurs catégories, hameaux, villages, bourgs, villes, mégalopoles, pour donner sens à ce spectre-là, parce qu'on spontanément, on n'arrive pas à l'appréhender directement. Il y a un effort d'abstraction supplémentaire pour mettre tout ça en fait sous une même catégorie à travers les échelles. Un ruisseau, une rivière, un fleuve, c'est des objets qui en fait sont. Il y a un continuum total entre tout ça, mais dans notre appréhension du monde, on ne vit pas. Notre expérience face à un ruisseau est vraiment très différente de notre expérience face à un fleuve, et donc on construit des catégories, des catégories différentes. Ici, il y a une crique, il y a une baie, là, il y a un golfe. Peut-être vous reconnaissez la France, la Bretagne est là, et ça, c'est l'Espagne, c'est le golfe de Gascogne. On a affaire ici à des objets qui sont de taille très, très différente, de quelques mètres ici pour une petite crique, à des centaines ou des milliers de kilomètres pour les golfes les plus grands. Eh ben, notre expérience d'être au bord d'une crique est très différente de notre expérience que d'être au bord d'un golfe comme celui-ci. Et donc, voilà, on construit des systèmes de catégories liés à notre expérience et qui, du coup, nous empêchent de voir spontanément que finalement, le phénomène est le même et qu'il y a un continuum total entre ces grands golfs ici et une toute petite crique comme ça. Entre les deux, toutes les tailles existent. Il n'y a pas de frontières entre ces choses-là. Mais nous, on construit des frontières parce qu'on appréhende le monde à travers ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est plus ou moins aveugle à ces phénomènes. À ces phénomènes sans échelle et que leur prise de conscience est récente, avec des toutes premières choses fin du 19e, début du 20e siècle. Et par contre, une explosion de leur découverte dès lors qu'on dispose de capacités de calcul qui nous permettent de les voir. Et donc, l'augmentation des capacités de calcul, l'augmentation de la quantité de données qu'on est capable de manipuler, nous fait prendre conscience qu'il y en a partout, en fait, de ces phénomènes sans échelle. Et il y en a partout, et que le monde qu'on pensait être un monde construit autour de catégories bien représentées par les outils statistiques construits autour de la loi normale. En fait, ce monde avec des catégories, c'est qu'une partie du monde, et il y a toute une autre partie du monde qui est caractérisée par cette absence d'échelle. Et en fait, il y a déjà des gens qui ont vu un petit peu ça. Si vous connaissez ce bouquin de Chris Anderson, l'argument du bouquin est de dire que les business models de toutes les grandes sociétés d'Internet et du web sont basés sur des phénomènes sans échelle. Si je prends par exemple ce graphique-là, donc, que j'ai tiré de ce bouquin-là, qui montre ici la popularité de certains titres de musique dans une plateforme Rhapsody qui n'existe plus, mais qui était une plateforme sur laquelle on pouvait télécharger des MP3. Donc, ce que montre ce graphique-là, c'est que donc, on a ici 900 000 titres disponibles. On voit ici en ordonnée le nombre de téléchargements de chacun de ces titres. Et donc, il y a des titres qui sont les plus populaires, sont téléchargés ici 180 000 fois. Alors, je ne me rappelle plus quel est si c'est par semaine, par mois, par jour ou quoi que ce soit, mais peu importe. Alors que les plus rares sont téléchargés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, très peu, quoi. Mais ce que permet les technologies numériques par rapport à ce qui n'était pas possible avant,
c'est de proposer en fait de proposer au téléchargement tous ces titres-là. Alors que dans un monde non numérique, dans un magasin physique, eh ben, un magasin physique peut se permettre de proposer que les titres les plus vendeurs, ne serait-ce parce qu'il y a une place physique limitée. On peut pas proposer 900 000 CD différents. Donc, on se concentre sur ceux qui sont le plus vendus. Et puis voilà. Alors que dès lors qu'on a affaire à une plateforme numérique, donc ici c'était Rhapsody, mais tous les services de streaming fonctionnent de la même façon, on est capable de proposer l'ensemble du spectre. Et le business model est que, en fait, voilà, bon, problème. Et en fait, c'est que tous ces morceaux qui sont téléchargés très peu, peut-être moins d'une dizaine de fois, bah oui, mais de 25 000 jusqu'à 900 000, on a ici 875 000 titres. Donc même s'ils sont peu téléchargés, 875 000 fois 10 ou 20, en fait, ça fait une masse considérable qui est peut-être aussi grande que la masse des 25 000 premiers, qui sont beaucoup plus téléchargés, mais ils sont que 25 000, comparés aux 875 000 qui sont de l'autre côté. Donc, le business model de services de streaming est dû au fait que nos goûts musicaux, en fait, ne sont pas un phénomène avec échelle. On n'a pas tous envie d'écouter le même morceau avec un petit peu moins parfois, un petit peu plus de l'autre côté. On n'a pas du tout une courbe en cloche, une courbe gaussienne, mais au contraire, on a une courbe qui s'étale à travers les échelles avec certains morceaux qui ici sont 100 000 fois plus populaires que d'autres. Voilà, beaucoup de... Hop là. Le modèle économique de Google, c'est pareil, hein. C'est basé sur la publicité, hein. La publicité avant les technologies numériques, c'est quoi? C'est de se dire qu'il va falloir passer un spot publicitaire à la télé. Donc, on va regarder quelle heure il est. On va avoir des études qui nous disent à telle heure, eh ben, c'est tel type de personne qui regarde la télé. C'est la ménagère de moins de 50 ans qui regarde la télé le soir à 19 heures. Donc, on va on va choisir une publicité pour le produit qui va le mieux correspondre à cette ménagère de moins de 50 ans. Donc, peut-être qu'il y a certaines ménagères qui vont un petit peu moins aimer le produit qu'on leur propose. Peut-être qu'il y a des ménagères qui vont un petit peu plus aimer le produit qu'on leur propose, mais l'idée sous-jacente, c'est que la ménagère typique, la ménagère moyenne, elle est vraiment intéressée par le mix Moulinex. Donc, c'est ça qu'on va proposer. Donc, ce système de publicité, il est vraiment pensé à travers des catégories avec des préférences centrales, un petit peu de variation. C'est un truc avec échelle. Le modèle économique de Google, il est très différent en fait. On abandonne complètement on abandonne complètement ces catégories, hein. Et au contraire, on va essayer d'individualiser les publicités. Euh, 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 donc, en fait, je reviens un petit peu en arrière, parce que j'ai raté un élément important de mon argument, qui était de dire que ça fonctionnait parce qu'il y avait effectivement peu de lieux d'affichage et que les choses étaient vues par tout le monde. Qu'est-ce que j'entends par ce peu de lieux d'affichage? C'est que dans les années 60, quand on regarde la télé, tout le monde regarde la même télé parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes de télé disponibles. Donc, on est tous exposés aux mêmes publicités. Et ce qui se passe sur le numérique, c'est que précisément, on change de modèle où il y a énormément de lieux d'affichage, puisque les lieux d'affichage des publicités maintenant, c'est un par personne. C'est tout le principe des publicités personnalisées. C'est que quand vous tombez sur une publicité sur le web, elle n'a pas été pensée pour une catégorie de personnes très large, mais elle a été pensée pour vous à travers le profil que Google ou Facebook a construit de vos centres d'intérêt. Et donc, on va plus essayer de cibler les publicités qui vont essayer de toucher un plus grand nombre, qui était le raisonnement de la publicité à la télé ou à la radio, mais et où du coup, dans le même
principe que la vente de disques en magasin de disques, on visait les choses qui étaient les plus populaires. Cette fois-ci, on ne va pas viser les choses les plus populaires, mais on va essayer de tirer parti de l'ensemble des préférences de chacun, et y compris aller proposer des publicités pour des produits qui ne vont pas intéresser grand monde, mais ce n'est pas grave, parce que comme ils sont encore une fois très nombreux, ces produits qui n'intéressent pas grand monde, on est capable finalement de se faire de l'argent aussi sur cette longue traîne. Donc, si je reviens à mon discours du début, en quoi les technologies numériques sont-elles révolutionnaires? Eh ben, c'est parce qu'elles sont en train d'opérer cette bascule entre un monde où les outils statistiques pour regarder la population sont construits, s'intéressent aux phénomènes sans échelle, sont construits sur des modèles statistiques qui vont justement mettre en évidence cette échelle. Ça tombe bien parce que ça matche très bien avec nos capacités perceptuelles et cognitives, et ça va fabriquer un ensemble de représentations qui sont des catégories auxquelles les gens vont avoir tendance à s'identifier. Les technologies numériques, elles, à l'inverse, eh ben, elles vont pouvoir mettre en évidence ces phénomènes sans échelle, construire même des business models basés sur ces phénomènes sans échelle, nous permettre de rendre compte qu'ils existent de partout, que les systèmes de catégories avec lesquels on avait pris l'habitude de raisonner, en fait, ne sont pas forcément si naturels et si stricts que ça. Et donc, on passe d'une société, d'un monde, d'une époque où les sociétés sont appréhendées à travers ces catégories rigides et normatives, à un monde où, au contraire, ces catégories ont moins de raisons d'exister. On voit qu'en fait, qu'il y a tout un tas de phénomènes qui exhibent une diversité beaucoup plus grande, et que avoir un rapport de légère variation à la norme n'est pas forcément la seule façon d'exister. Et donc, ça conduit à un affaiblissement de nos systèmes de catégories et à une expression d'une plus grande diversité. Et j'ai encore quelques minutes pour combien de temps? 2 minutes? 2, 3 minutes. Bon, alors, peut-être, j'ai fini, donc ça tombe bien en même temps, mais du coup, je ne vais pas rentrer dans ces exemples-ci. Mais tout ce que font ces plateformes numériques, c'est précisément permettre un effondrement de ces catégories. Je vais prendre que la première, YouTube. La télé avant le numérique, comme tous les médias de masse, c'est quelques personnes qui sont en mesure de passer à la télé, et le reste de la population qui est en mesure d'être en position de réception. Donc là, on a deux catégories. On a le présentateur télé, la personne qui passe à la télé, et le téléspectateur. Ce que permet de faire une plateforme comme YouTube, c'est que cette chose-là s'efface en fait, et n'importe qui est en mesure de produire des contenus audiovisuels, ce qu'on est en train de faire en ce moment d'ailleurs. Et donc, on n'a plus cette claire distinction entre producteur et récepteur. Et pour autant, cet effacement, lui, il se construit dans une idée de phénomène sans échelle, parce que si on est en train de construire une vidéo qui sera sur YouTube, Michael m'a annoncé tout à l'heure, à mon grand désespoir, qu'on n'avait pas la force de frappe de Beyoncé et qu'on n'aurait pas des dizaines de millions de vues. Eh bien, cette notion d'avoir des personnes sur YouTube qui ont des milliards de vues, alors que nous, on en aura quelques dizaines, c'est encore un exemple de phénomène sans échelle. Ce n'est pas parce que finalement, on est tous devenus potentiellement producteurs de contenu qu'on va avoir un producteur de contenu type, un YouTuber type, avec un petit peu certains qui font un petit peu plus de vues, certains qui en font un petit peu moins. Non, non, pas du tout, bien au contraire. On va du coup se répartir le long d'un spectre avec un désordre de grandeur très très grand, avec des gens qui font 10 milliards de plus de vues que les vidéos qui sont les moins vues. Et ce raisonnement-là, en fait, cette grille de lecture, on peut l'appliquer à tout un tas de services numériques un petit peu partout. Et je vais terminer par cet exemple-ci, qui, je ne sais pas si c'est un petit peu expérimental, mais je serais content d'avoir votre avis sur cette idée d'effacement des catégories.
Ici, j'ai fait une courbe où je reprends dans Google Trends la fréquence de recherche de tout un tas de termes qui visent à englober les orientations sexuelles des personnes. Et la question est, est-ce que l'extension du sigle LGBT vers LGBTQ, LGBTQIA+, etc., est-ce que finalement, ça ne découle pas de ce phénomène-ci d'affaiblissement des catégories et d'individualisation, d'essayer de revendication d'une identité propre de son orientation sexuelle. Et on voit que les différents sigles apparaissent les uns après les autres au cours des années 2000. Je pense que c'est le signe de disparition de catégories très normatives on est hétérosexuel ou dans un deuxième temps, on peut être aussi homosexuel, mais avec des représentations très figées des choses. Vers un effacement en fait de ces catégories normatives et du coup la possibilité de revendiquer des identités, des orientations sexuelles qui ne rentrent plus dans des cadres donnés et qui nécessitent de se doter d'un vocabulaire de plus en plus grand pour, en conséquence de l'abandon de ces catégories un peu rigides. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie.